Écoutez, bonjour à tous, à toutes et bienvenue pour cette conférence de Villerail et Transport sur le sujet du MAS et plus spécialement des enjeux de la standardisation. Je suis Jean-Philippe Amiel, directeur du cabinet Nextendis et j'aurai le plaisir d'animer cette table ronde sur ce sujet qui crée effectivement un engouement fort auprès des collectivités, puisque même si le MAS existe déjà depuis plusieurs années, on voit de plus en plus d'initiatives et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir différents participants qui sont tous impliqués d'une façon ou d'une autre dans différentes initiatives MAS et que je vais laisser peut-être le soin de se présenter. Je crois que vous avez chacun, alors il n'y a pas un micro chacun, il faudra peut-être les faire circuler puisqu'il y a 4 micros pour 5 participants. Mais peut-être honneur aux dames, c'est mon côté vieux jeu, Julie, je vous laisse démarrer. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi je suis Julie Braca, je travaille à la Fabrique des Mobilités depuis 1 an sur spécifiquement la standardisation des interfaces MAS. Donc c'était dans le cadre d'un projet financé par des certificats d'économie d'énergie et organisé notamment avec la DGTM, la DGEC et le GART. Merci Julie. Aurélien ? Bonjour à tous et bonsoir, merci de l'invitation. Donc moi je suis Aurélien Cotet, je suis le directeur commercial à l'international d'Instant System. Instant System, c'est une société qui développe et qui est un intégrateur dans l'informatique et tout ce qui est solutions digitales pour le transport public et pour tout ce qui est transport pour les autorités. Donc le MAS, on le connaît bien, on peut dire qu'on développe des solutions à la fois très simples, information voyageurs, jusqu'au MAS complet qu'on peut voir à Bruxelles ou même IDFM, puisqu'on fait partie des gens qui développent cette application-là. Voilà, donc tout ce qui est standard, pour nous, c'est très important parce que ça pourrait simplifier notre vie. Merci Aurélien. Nicolas, je vous laisse prendre... Oui, bonsoir à tous, Nicolas Cosson. Moi, je suis le président de Hove, qui était connu il y a encore quelques semaines sous le nom de Kizio, qui est en fait le fruit de rapprochement d'une entité qui s'appelle Kizio Digital avec une partie d'une autre entité qui s'appelle Kizio Services et Consulting. Donc en fait, nous sommes plutôt les spécialistes de la donnée, à la fois à travers des outils qui sont des plateformes d'information voyageurs, et puis à travers un certain nombre d'outils qui nous permettent d'utiliser des traces GPS, des traces Wi-Fi, des données billettiques, soit pour reconstituer des matrices origine-destination, soit pour définir des parts modales, soit travailler sur les zones de chalandise. Et on a effectivement une expertise de longue date sur les sujets de données de mobilité, puisqu'on a contribué avec d'autres à rédiger des normes Siri, Netext et à les faire valider. Donc voilà, ce sont des sujets aussi qu'on connaît bien. Merci. Eric ? Bonjour à tous, merci de l'invitation également. Eric Alix, donc moi je suis président de RATP Smart Systems, donc filiale digitale du groupe RATP. On est présent, on est un acteur de la billettique, on est un acteur du SAEIV, donc les systèmes d'aide à l'exploitation et à l'information voyageurs pour les AOM. On est aussi présent dans le digital et puis on a 2 MAS B2C. Le premier c'est l'application Bonjour RATP. Donc on a 8 millions de visiteurs mensuels sur les applications Bonjour, donc très centré, transport en commun, le premier et le dernier kilomètre qu'on enchaîne sur le transport en commun. On a aussi une autre application qui a une autre cible qui s'appelle Mappy. Donc on a racheté il y a quelques années. Donc Mappy, lui, c'est plutôt aller chercher finalement l'automobiliste pour lui donner aussi des choix, enfin lui faciliter ses choix pour l'accès à la ville et pour le report modal. Et donc à travers ces 2 applications, vous voyez, on est très présent sur le MAS et on a aussi besoin évidemment de beaucoup de données, de s'intégrer avec beaucoup d'acteurs. On est aussi présent sur le B2B et on développe aussi des applications en marque blanche pour les AOM. Merci. Alexandre ? Bonsoir, Alexandre Cabanis, directeur marketing et partenariat d'Ubitransport. Alors Ubitransport est né il y a 10 ans comme un billetticien connecté pour le transport commercial, scolaire et mixte. Et puis récemment, nous avons évolué avec les attentes de nos clients, collectivités en particulier, qui lorsque avant elles segmentaient, elles compartimentaient bien leurs besoins pour une billettique, pour un titre digital, pour l'exploitation des données,
pour une application d'information voyageur avec calculateur d'itinéraire, de plus en plus, notamment pour des questions d'économie d'échelle et pour des questions de bénéfices usagers, font une seule consultation. Et donc nous avons évolué avec cela, et aujourd'hui on se considère plus comme un socle transactionnel, et par transactionnel je veux dire moyen de vendre, valider et contrôler dans la mobilité. Et donc pour faire ça, pour répondre aux attentes de nos clients de toujours, on est obligé de travailler main dans la main avec d'autres acteurs, et les choses que les marchés sur lesquels on pouvait répondre seul avant, on est obligé de répondre à plusieurs et de travailler intelligemment à plusieurs. Merci Alexandre. Donc effectivement, on arrive maintenant à une étape où on a vu qu'il y avait un fort engouement pour le MaaS. On a plus d'une centaine déjà d'initiatives en France, et je pense qu'on peut dire aujourd'hui que toutes les collectivités publiques, certains aussi acteurs privés, mais côté collectivité, tous sont clairement inscrits dans leur feuille de route à un moment donné de passer par cette étape du MaaS qui est, je ne sais pas si on a besoin de le rappeler, une vision plutôt de mobilité servicielle et transverse, où on va décloisonner les silos, où on avait autant d'applications que de services de mobilité. On cherche à avoir une approche où on va avoir un point d'entrée unique, un service unifié qui va vous permettre de vous déplacer plus facilement et vous donner accès à l'ensemble des services de mobilité. Donc la première question que j'aurais, c'est est-ce qu'aujourd'hui, quel bilan on peut dresser de ces premières années du MaaS avant de parler de la standardisation elle-même? Est-ce qu'on a atteint un niveau où on est sur un MaaS universel, où on reste encore dans une logique où on observe que les MaaS sont très différents d'une initiative à l'autre? Alors je ne sais pas qui veut prendre cette première question, peut-être Aurélien, puisque vous avez pas mal d'implications dans divers projets. Et effectivement, j'ai eu la chance de travailler pour Transdev avant comme le responsable et le coordinateur des projets MaaS pendant 4 ans, et on était l'actionnaire de MaaS Global, qui est pour beaucoup la première société à avoir déployé et développé une vraie opération MaaS à Helsinki, donc qui fait référence. En 2017, quand ils ont lancé, fin 2017, Helsinki, ils disaient qu'en 2018, ils seraient dans 30 villes. Quand on fait le bilan en 2020-22, ils sont à peine dans 5-6 villes. Pourquoi? Parce qu'il y a une très grosse complexité qui a été sous-estimée. La mobilité, en fait, elle est très locale, très différente. Et donc, quand on veut vraiment faire un MaaS, donc intégrer au sein même d'une seule application, d'une seule plateforme, tous les services de mobilité locaux qui ont leur propre système d'information, leurs propres moyens de fonctionner, c'est très 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 compliqué. Donc oui, il y a beaucoup d'initiatives qui sont, je pense, très ambitieuses, peut-être trop ambitieuses, et je pense qu'effectivement il faut y aller pas à pas. Par rapport à la courbe de Gartner que beaucoup de gens connaissent, on est encore, en fait, tout le monde dit on est dans la dilution, je pense qu'on n'est même pas arrivé encore, c'est qu'on est encore au niveau des pilotes. Donc des vraies opérations, personnellement j'en connais pas. Et est-ce que cette maturité est la même? Alors peut-être une question pour Nicolas, ou à moins que vous vouliez intervenir, Eric. Oui, moi je voulais dire quand même qu'il y avait un acte fondateur en France qui était juste la LOM, et que la LOM elle date jusque de l'été dernier, donc mois de juillet. Les derniers décrets c'était en mois de décembre. Donc en fait le top départ en France du MaaS pour nous, il vient juste de commencer au mois de janvier. Et derrière la LOM, après, il y a beaucoup d'acteurs qui doivent passer des contrats. Et donc on est dans cette phase où on commence à se chercher un peu les uns les autres, à voir comment on va définir nos contrats. Et donc pour moi, on est dans le premier step initiateur, on va dire, de quelque chose. Mais on voit qu'on a encore beaucoup à travailler. Merci Eric. C'était un petit peu la question que je voulais poser à Nicolas, parce que j'ai le sentiment qu'on n'a pas la même maturité suivant les domaines du MaaS qu'on adresse, c'est-à-dire que sur l'information voyageur, et je m'adressais à vous Nicolas, puisque vous avez été très présent sur le marché avec une initiative avec Navicia, avant même je dirais qu'on ait les standards Sirin et TEX qui soient poussés par l'Europe. Est-ce qu'on a
une différence de maturité justement sur la partie information multimodale? Alors, je ne sais pas si on peut dire aujourd'hui qu'on a une différence de maturité, mais c'est vrai que bon, c'est pas un sujet nouveau. Hein. Nous, on a fait les premières plateformes d'information réelle il y a plus de 10 ans avec Destino pour les Pays de la Loire. Et c'est vrai que, pour rebondir sur ce que disait Aurélien, ce qu'on a sans doute un petit peu sous-estimé, c'est le nombre de données différentes et la complexité des intégrer. Parce que le MAS, il n'existe bien évidemment que si on a la brique transport en commun, mais elle ne suffit pas. Et quand on parle de transport en commun, ce n'est qu'une des familles de données. Je vais être extrêmement schématique, mais on peut se dire qu'il y a 3 grandes familles de données. Une première qui concerne les transports en commun, donc vous allez spontanément penser train, tramway, bus, métro, mais il n'y a pas que ça. Il peut y avoir du funiculaire, il peut y avoir du trolleybus, il peut y avoir des navettes fluviales, il peut y avoir tout un tas de choses. Vous avez après dans les données de mobilité évidemment la voiture avec tous ces cas d'usage potentiels. Hein. Ça peut être de l'autopartage, ça peut être de l'autosoulisme, ça peut être du covoiturage, mais aussi les VTC, les taxis. Vous allez trouver également tout ce qui concerne les mobilités douces dont on parle évidemment beaucoup plus depuis la Covid, donc train, trottinette, vélo, etc., que ce soit en VLS ou en propre. On va également trouver tout ce qui concerne le transport à la demande, qu'il soit dynamique ou pas, hein, qui est quelque chose dont on parle quand même de plus en plus. Et puis dans la partie transport, données de transport, je pourrais rajouter une dernière famille qui est en fait tout ce qui concerne le stationnement ou potentiellement les pôles d'échange multimodaux ou intermodaux où généralement on va trouver une gare avec soit un endroit pour garer un vélo de manière sécurisée et puis une station de covoiturage. Mais ça, ce n'est qu'une première famille. Cette première famille, il faut généralement ajouter d'autres types de données, parce qu'on ne voyage généralement pas d'une gare à gare, enfin en tout cas ça c'était le monde d'avant. Généralement quand vous voyagez, c'est d'une adresse, c'est le point de départ, c'est chez vous, et puis vous allez à un rendez-vous médical, administratif, vous allez voir des amis. Donc ça veut dire de maîtriser d'autres types de données, notamment celles qu'on peut trouver dans OpenStreetMap, celles qu'on peut trouver dans la base nationale d'adresses ouvertes, mais ça ne suffit pas. On pourrait très bien envisager demain, puisqu'on a un concurrent très puissant, concurrent américain qui fait du très beau Street View, donc demain on pourrait se dire que je sais pas, l'INSEE, pas l'INSEE, mais une entité quelle qu'elle soit pourrait nous fournir des photos au lidar et qu'on aurait du Street View made in France. Bon, ça prendra un petit peu de temps. Et la troisième grande famille de données qui est vraiment hors transport mais qui a un impact sur la manière de concevoir un itinéraire, c'est toutes les données qui sont par exemple, je dirais la voirie ou la déclivité. Si vous travaillez une valise, si vous êtes avec un fauteuil roulant, si vous êtes une femme enceinte, vous allez vous intéresser au fait d'avoir à monter une pente ou avoir un trottoir qui est de bonne qualité. On pourrait dire également la météo. On sait que la météo a un impact dans tous les réseaux en termes de fréquentation, de qualité du trafic, etc. Il y a aussi tous les événements. On va parler des JO en 2024, mais quand vous avez une manifestation au Stade de France, vous savez que ça a un impact sur votre réseau. Et en fait, c'est toutes ces données-là qui vont permettre de contribuer à mettre dans un calculateur d'itinéraire, dans une plateforme d'information ailleurs, un premier niveau d'info. Et là, on n'a pas encore parlé de réservation, paiement, dématérialisation de billets. Ce n'est qu'un premier étage de la fusée. On y reviendra sans doute après, mais il faut agréger un certain nombre de choses. Je sens qu'Alexandre a envie de régir. J'ai très envie de compléter. Donc là, Nicolas a déjà listé l'ensemble des difficultés sur le premier étage du MAS. Il y a un consensus sur 4 étages dans le MAS, le premier étant le calculateur d'itinéraire, le deuxième étant la vente monomodale, le troisième la vente intermodale et le quatrième les initiatives pour délaisser l'autosolisme. Et donc je voulais simplement compléter, donc en plus des difficultés sur le premier étage, au deuxième étage, c'est-à-dire la vente monomodale, pour vous donner 2 exemples, il faut que les acteurs qui proposent un bon outil puissent savoir gérer l'ensemble de la gamme tarifaire d'un réseau, c'est-à-dire ne pas vendre simplement depuis leur application un titre unique à 1,20 €, mais potentiellement 48 titres différents en fonction de votre profil implicite ou explicite de voyageur. Un deuxième exemple, les régions, les collectivités ont raison d'être gourmandes en termes de fonctionnalités apportées à leurs usagers. Et une chose qui commence à émerger, c'est dans l'application de mobilité, on aimerait que l'application puisse être mise en contact avec le valideur pour valider, en émulant ce qui était avant sur une carte de transport à la Navigo, en le déportant sur le téléphone. Bon, c'est un niveau de complexité, vous imaginez, assez élevé et qui doit passer par les fabricants de téléphones. Troisième étage, donc la vente intermodale, là n'en parlons même pas, vendre en un titre, en un acte, avec un tarif
quelque chose qui vous permette de prendre une trottinette, un bus et un bateau. Juste un exemple de complexité, mettons que les 3 opérateurs soient tous d'accord, derrière il faut les compenser. Alors par quel moyen redistribuer l'argent entre les 3? Et puis le 4e niveau, c'est encore plus flou. C'est une bonne porte tendue peut-être à l'initiative du Mon Compte Mobilité dont peut-être Julie peut nous parler, puisque c'est l'objectif de cette initiative. Oui, donc Mon Compte Mobilité, donc c'est un des livrables qui est attendu sur ce programme C2E. Et donc de ce compte mobilité, il est à destination de plusieurs publics. Il répond d'abord aux citoyens tout simplement, et aussi au niveau des entreprises dans le cadre de la LOM avec l'application du forfait mobilité durable. Donc il y a une idée d'aller vers une simplification de l'application de ça. Mais dans la LOM et dans les forfaits mobilité durable, il y a toute une surcouche d'aides locales qui sont très complexes à faire et qu'on déjà nous, là en ce moment, on sort un travail déjà de recensement de ces aides, parce que c'est ça aussi. C'est-à-dire que vous, en tant que citoyen, vous n'êtes pas au courant, mais par exemple, quand on parle à IDFM Mobilité, qui est la plus grosse AOM qui est en France, ils sont incapables de citer toutes les aides qui sont sur leur territoire. C'est pas eux qui les financent, potentiellement, ça peut être des collectivités plus locales, plus petites, mais ils n'ont pas d'idée. Donc c'est très compliqué, en fait, aujourd'hui, dans ce millefeuille, de s'organiser, donc d'autant plus pour un citoyen. Et donc Mon Compte Mobilité, l'idée derrière, c'est d'aider le citoyen à s'y retrouver dans ce millefeuille et déjà de recenser ça et de le faire de manière simple pour lui, en simplifiant les démarches. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de le faire 10 fois la même démarche qui va avoir, on va vous demander 10 fois des documents différents. L'idée c'est d'aller vers, je rentre mon identité, je donne mon permis s'il y a besoin, ça dépend du mode que vous utilisez, mes justificatifs de CAF si jamais il y a besoin de justifier des aides sociales, etc., etc. Et ça, vous le faites une seule fois. Et après, c'est eux qui se débrouillent. Effectivement. Et si on revient donc sur ce premier étage qui est déjà l'information multimodale, Eric, vous qui avez fait récemment l'acquisition de Mappy, est-ce qu'on est arrivé à avoir, je dirais, une vision transverse des données et rassembler les données pour justement séparer ces mondes de l'automobile et des mobilités partagées? Pour nous, ce premier étage est à peu près craqué. Il y a une difficulté après, c'est de se déployer sur beaucoup de territoires. Mais comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de données qui sont disponibles. Elles sont en open data. Elles peuvent être aussi sur des partenaires privés. Par exemple, en étant sur la voiture, on a besoin de données temps réel. Donc on a, nous, un contrat aussi avec TomTom pour nous alimenter avec ce temps réel. On a évidemment toutes les données qui viennent du transport en commun et qu'on intègre. Donc cette information voyageur, je pense qu'on a fait beaucoup de progrès. On voit aussi des initiatives régionales pour aller faire des référentiels statiques qui soient plus partagés et qui aient une seule source, on va dire, sur un ensemble de territoires assez large. Par contre, pour nous, ça se joue plutôt sur les couches un peu plus basses des niveaux du MAS, dès qu'on commence à dire on va ouvrir la distribution. Parce qu'on va ouvrir la distribution des titres. Donc c'est là que le vrai sujet, il va se poser la question de comment on s'intègre d'un point de vue client, donc la base client, le fait de pouvoir réserver, de pouvoir payer effectivement, et donc dans ces contrats dont je parlais tout à l'heure, évidemment il y a une composante qui est comment on s'intègre, et puis il y a une composante, c'est quels sont les termes qui régissent notre relation. Et donc moi le motto, c'est vraiment de se dire, si on veut que le MAS passe à l'échelle, il faut vraiment être dans l'API-based economy, c'est-à-dire tout le monde se met à faire des API, et du coup on est capable de se brancher relativement facilement les uns avec les autres, parce que le MAS c'est d'abord une gestion d'écosystème, et que du coup il faut savoir se parler automatiquement par API. Et effectivement, je suis d'accord avec vous, c'est vrai que l'attente de l'usager, c'est au-delà de l'information, on trouve maintenant des applications d'information multimodale, privées, publiques, qui vous donnent un niveau, on va dire, satisfaisant d'information pour déplacement au-delà du gare à gare dont parlait Nicolas. L'étape d'après, c'est de craquer la vente, l'achat simplifié. Et la question que je poserai peut-être à Aurélien, c'est
le constat qu'on avait fait quand on avait fait un groupe de travail qui avait été porté par l'UTP, le GART et le ministère en 2021 et qui s'est poursuivi jusqu'à cette année, c'était qu'on est arrivé plutôt à la conclusion qu'il fallait avancer de façon pragmatique et de façon, je dirais, modale, avec des approches plutôt thématiques par mode de transport. Est-ce que vous adhérez à cette approche ou est-ce que on rêve encore d'un API universel qui nous permettrait d'acheter tout n'importe quoi sans réservation En fait, c'est vrai que quand on parle du MaaS, alors, comme mes collègues ici, on a eu les mêmes problématiques, c'est-à-dire que quand on doit intégrer des modes différents, souvent les API sont pas forcément là. Elles ne sont pas forcément complètes. Alors, pour l'information de savoir où est une trottinette, où il y a une voiture d'autopartage en free floating et tout, ça, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, quand on arrive à un moment où on doit vraiment partager beaucoup plus, la première problématique, c'est pourquoi le service de mobilité devrait s'intégrer dans une application tiers en tant qu'acteur privé et perdre le lien avec le client final. Et ça, c'est la vraie première problématique. Parce que la problématique technique, elle se résoudra si on est tous d'accord commercialement parlant. Et ça va bientôt faire 5 ans que je travaille dans le MaaS, et c'est ça la première partie. La première partie, c'est est-ce qu'on est d'accord de se faire désintermédier pour potentiellement avoir plus de clients, parce que finalement, il y a plein de gens qui n'utilisent pas les trottinettes parce qu'ils ont l'application du transport en commun et ils n'ont pas envie de télécharger une application supplémentaire, ils n'ont pas envie de mettre leur carte bleue, et ça, c'est un frein. Et donc, moi, ce que j'ai pu voir, c'est que tous ceux qui ont joué le jeu, ils ont augmenté leur part d'utilisation de leur propre service, donc optimisé. Mais on n'est qu'au début, et je pense que c'est ça le vrai problème, c'est d'abord commercial. On a des endroits dans le monde où les villes imposent aux opérateurs de mobilité partagée privée d'ouvrir et d'avoir des API qui sont comme ça. Le jour où on aura ça en Europe, effectivement, ça sera beaucoup plus simple et on pourra faire du local et du roaming en même temps. Très bien. Nicolas, je voudrais me permettre un tout petit pavé dans la mare. On parle là d'acteurs privés, donc effectivement, on est autour de la table un certain nombre. On peut avoir des actionnaires qui sont des actionnaires publics ou détenus en grande partie par l'État. Mais on peut aussi se poser la question, quand on parle de masse, de centralisation et de normes, de se dire, mais comment se fait-il qu'il y ait autant de SIM régionaux et pourquoi chaque région, elle-même, commence à développer son propre SIM, sa propre application, sans forcément soucier d'une part de l'interrégional. Je ne sais pas, je suis la métropole, alors je ne vais pas prendre un exemple de chez Keolis quand même, mais je suis une grande métropole et je ne me soucie pas d'un trajet intermétropole. Et donc je vais redévelopper une appli qui ne communique pas avec une autre appli, je vais avoir une tarification qui ne communique pas avec une autre appli. Donc il y a aussi, côté même politique, un vrai questionnement à avoir. Aujourd'hui, la notion de coverage ou de couverture nationale, elle est peu présente. Alors évidemment, elle est présente à la SNCF puisqu'on a des trajets qui sont nationaux. IDFM a une très très grande couverture, mais il y a aussi, il y a vraiment un enjeu là. Et je voudrais juste par rapport à l'aspect pricing, donner un exemple très très simple. On parlait tout à l'heure avec Aurélien avant de démarrer la conférence de l'exemple des télécoms. Dans les télécoms, il y a quelques années, la complexité, c'est d'arriver à valoriser en temps réel la consommation d'un service. Je dois savoir que si vous êtes un abonné plus, vous n'allez pas payer le service, je ne sais pas, 3 €, mais 2,50 €. On a un peu la même chose aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez un pass Navigo 5 zones, si je vous connais, je dois enlever le prix du pass Navigo dans le calcul de tarif que je vais faire. Mais si je sais qu'en plus, vous avez une carte de réduction famille nombreuse, ou que vous êtes chômeur, ou que vous êtes ceci, vous êtes cela, vous imaginez la complexité du calcul du tarif. Et après, on revient aux questions de comment je redistribue cet argent que j'ai collecté, qui le fait, sous quelle forme, avec quelles règles. Donc on a une complexité qui est quand même très très importante. Donc ce que j'entends, c'est qu'il y a des enjeux de standardisation, mais il y a de toute façon une complexité inhérente au service masse, au fait d'avoir une approche transverse. Et la question, mais enfin, je vois qu'il y a des réponses, mais peut-être Eric y répondra, c'est est-ce qu'il n'y a pas, pour, je dirais, contribuer à la réussite du MaaS, au-delà de la standardisation aussi, de la simplification à mettre en place? Déjà, la première chose, c'est que la complexité, elle peut exister, mais il faut qu'elle reste en back-office non visible de l'utilisateur. L'objectif, c'est le parcours le plus fluide possible. Donc pour l'utilisateur, c'est simple. Après, la complexité, c'est dans les intégrations, mais le MaaS, c'est bien ça. Le business du MaaS, c'est bien de gérer ces outils de réservation, le paiement, la redistribution des recettes, etc. Et donc, c'est vrai que ce sont des plateformes qui sont importantes. Donc il y a des investissements qui sont importants, surtout quand il faut couvrir un territoire qui est grand comme la France.
Et puis le MAS a quand même une finalité, donc il faut aussi qu'on se rapproche sur la finalité qu'on cherche à remplir à travers le MAS, c'est-à-dire diminuer les coûts CO2 de la mobilité, c'est-à-dire diminuer la pollution, la congestion. Et donc peut-être ce sujet-là aussi, on ne le voit pas assez arriver dans nos débats, parce qu'on pourrait se retrouver assez facilement pour aller monter des dispositifs qui vont vers ça. Et est-ce qu'effectivement, il n'y a pas un rôle à jouer côté standard, puisque je dirais, il y a deux approches dans la standardisation. Il y a ce qu'on appelle la normalisation, où ce sont plutôt des groupes de travail portés par des organismes de normalisation nationale, européenne ou internationale, et puis il y a les initiatives privées. Et le constat qu'on a fait, notamment sur l'information voyageur, c'est que quand ça vient d'initiatives privées, on reste assez pragmatique, on veut déployer rapidement, et du coup on va plutôt simplifier. Quand on est dans une logique de normalisation, on veut surtout pas oublier tous les cas d'usage, et des fois on se retrouve avec des choses où on va avoir une palette complète de services à proposer, mais dont on n'en va utiliser que 20%. Je peux répondre là-dessus, notamment parce que nous, on a réalisé, donc, dans le cadre du programme, ce benchmark, on a été étudier des démarches de standardisation qui ne sont pas forcément sur des questions d'interface, on a été aussi voir des données, et effectivement, on a identifié deux types de démarches de standardisation. On a ce qu'on appelle une démarche universaliste et une démarche communautaire. Et donc, les démarches communautaires, c'est des démarches qui partent d'un nombre limité d'acteurs, qui peuvent être privés ou publics, c'est pas forcément obligatoire, et qui vont aller sur un plus petit dénominateur commun, où on va essayer d'avancer très vite pour pouvoir répondre à une problématique qu'on a identifiée ensemble et qui correspond à un besoin donné par ces acteurs-là. Et de l'autre côté, on a des démarches universalistes qui vont être des démarches qui vont être plus top-down, qui vont venir qui vont être plus normalisées dès le début et qui sont beaucoup plus grosses, beaucoup plus complètes. Donc c'est aussi intéressant parce qu'elles répondent à un nombre de cas d'usage qui est beaucoup plus important, mais par contre qui vont avoir du mal à se diffuser parce qu'elles sont trop complexes. Et on retrouve ça, donc si on caricature aujourd'hui en termes de schéma de données, on va avoir d'un côté quelque chose comme un standard de fait qui est devenu un standard de fait qui est GTFS, donc qui est un format qui a été initié par Google et qui est sorti de Google aujourd'hui, mais qui est utilisé par énormément d'acteurs dans la mobilité parce qu'en fait il est facile à utiliser, il a été détourné plusieurs fois. Ils ont même été obligés aujourd'hui d'aller vers un système où, en gros, ils sont obligés d'organiser cette donnée parce que justement, elle a trop été détournée et donc en fait, on s'y retrouvait plus. Et de l'autre côté, on va avoir donc avec Mobility Data notamment. Et de l'autre côté, on va avoir donc un format comme Netex et tout l'ensemble transmodel qui est extrêmement complexe, qui fait peur à beaucoup d'acteurs dans la mobilité, notamment les néo-mobilités et aussi les collectivités qui n'ont pas les moyens de gérer une complexité comme celle-ci. Et donc aujourd'hui, en fait, on a besoin des deux et on a besoin qu'ils l'un vers l'autre parce qu'en fait, de fait, elles existent et elles sont utilisées et aujourd'hui, on a besoin d'aller vers une information de qualité, mais on a aussi besoin qu'elle soit effective parce que sinon, on n'arrivera pas à faire du mass de toutes les manières parce qu'on va perdre des acteurs en cours de route. Oui, Alexandre. Pour conclure, j'aimerais reprendre en écho ce que disait Aurélien tout à l'heure. Le point de départ, c'est une question de gouvernance. On dit que choisir, c'est renoncer, mais partager, c'est renoncer aussi. La vocation du MAS, c'est de faire ensemble beaucoup mieux. Il y a trois types d'acteurs. Il y a les opérateurs, dont parlait Aurélien, qui, lorsqu'ils ont compris que c'était dans leur intérêt de ne pas être uniquement sur leur application à eux, coucou Uber, ils avaient intérêt à être aussi présents dans des applications tierces. Et pour ce type d'acteurs, en général, ce que l'on constate, qu'on le veuille ou non, c'est que c'est souvent par des standards de fait initiés par des entreprises privées que très vite ils se mettent d'accord entre eux. Ça a été le cas avec le GTFS initié par Google, ça a été le cas dans le monde du covoiturage, etc. Il y a un deuxième type d'acteurs qui sont les collectivités. Alors c'est vrai que les collectivités ont tendance à vouloir d'abord leur propre application à leur couleur qui fonctionne parfaitement sur leur réseau sans se poser la question de comment elle s'insère dans le tissu régional, interurbain avec la grande métropole suivante ou au niveau national. Alors là, c'est souvent le chemin de la norme
imposé par en haut qui est le plus efficace quand il n'est pas purement imposé légalement par l'État. On prend souvent l'exemple de la Norvège avec Entour. On oublie souvent que 5 ans avant, en Suisse, il y a quelque chose qui s'appelle Nova, qui disait dorénavant, on centralise toute l'info voyageur et toute la distribution de titres pour tout le pays. Et ben, ça leur a permis de couvrir les niveaux 1, 2, 3 du MAS en 5 ans. Et donc un troisième type d'acteurs, qui sont les gens que vous avez autour de la table, qui sont les industriels, on va dire, ou les gens qui apportent des services digitaux. Et là, c'est pas simplement avoir le bon format qui va faire qu'on se met tous d'accord. Parce que le MAS veut aussi dire qu'il y a la place que pour un seul acteur au centre de la lumière. Et donc, forcément, il y a des enjeux business importants. Je vois Nicolas Ferlamont. Est-ce que les transports, les exploitants de transport collectif ne sont pas les seuls opérateurs de masse? Si, non, c'était l'Amir unique qui me faisait un peu hocher la tête. Non, il y a aussi, enfin, il n'y a pas que la norme. Alors, ça va paraître un peu éculé, mais il y a aussi la force de l'exemple quelque part. Typiquement, nous, on est en partie open source aujourd'hui. On a une partie de notre code qui est sous licence AGPL, donc tout à chacun peut utiliser une partie de nos algos. Donc c'est aussi une manière de partager les choses sans l'imposer. Donc voilà, les gens peuvent jouer avec des jeux de données, peuvent regarder ce qu'on peut en faire sur une appli ou quelle que soit l'application. C'est un bon moyen aussi d'essayer de partager des choses. Nous, on est très convaincus, alors c'est peut-être naïf, notre mission, je vais reprendre ce que disait Eric, mais notre mission, elle consiste en fait à favoriser l'usage de mobilités qui sont durables, inclusives, partagées. Et donc on a évidemment une mission de service public, qu'on soit un opérateur privé ou pas, et on y contribue en essayant de toucher le plus grand nombre, donc avec l'open data et avec l'open source. Et ça, je pense que c'est vraiment un moyen important pour convaincre les gens. On ne le fait pas uniquement pour des intérêts financiers privés, on le fait parce qu'on considère que c'est un bien commun. On travaille au développement de biens numériques communs qui vont servir toute la société, qui vont permettre de lutter contre, enfin pas lutter, on ne va pas opposer, mais de réduire l'autosolisme. Et puis on pourrait aussi envisager de faire de la gamification autour de l'empreinte carbone. C'est pas en disant c'est mal de prendre la voiture, c'est de dire vous avez mis un tout petit peu plus de mobilité active dans vos déplacements, donc vous avez privilégié un peu de vélo, un peu de marche à pied, vous avez économisé X kilos de CO2, et puis vous pouvez faire une petite compétition avec vos amis, avec les gens au bureau, en disant moi je suis premier cette semaine parce que j'ai réduit de X. La norme imposée, c'est pas trop ma tasse de thé en fait. Et du coup, comment vous voyez le sujet de la distribution? Est-ce qu'on n'a pas fait la partie facile dans la standardisation avec la partie donnée? Parce que comme on le disait tout à l'heure, derrière la distribution, il y a des enjeux de captation de la relation client et de non-désintermédiation. Il y a des enjeux financiers, même si effectivement les sujets du MAS, c'est pas des sujets qui attirent énormément d'acteurs parce que c'est difficile de gagner de l'argent sur des services qui la plupart du temps sont subventionnés. Comment vous voyez cette mise en place de la norme? Et je vois Aurélien est prêt à répondre. La question c'est est-ce qu'elle doit venir, je dirais, de l'opérateur du MAS qui doit fédérer des acteurs en plutôt poussant, en forçant, je dirais, d'aller vers une norme qui est celle qu'il aura choisie ou celle qu'il voudra voir respectée, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui doit être pris, je dirais, en charge plutôt par les exploitants et les fournisseurs de services? Alors en fait, là on parle vraiment de masse qui serait gérée par le transport, par les autorités publiques, qui seraient déléguées potentiellement aux transporteurs publics ou à un tiers, mais qui seraient sous délégation. Vous l'avez dit, on est sur des systèmes de mobilité subventionnés, en tout cas compensés financièrement, parce que dans certains pays, il ne faut pas dire subventionné, c'est pas beau. Donc on est compensé financièrement pour le fait d'opérer les transports publics. Souvent, moi, ce que j'ai pu voir, c'est que les budgets pour faire du MAS sont très petits. Donc le problème pour des gens dans notre métier, c'est d'arriver à vivre avec des projets très complexes, en sachant que derrière les budgets sont très faibles. Donc la normalisation, oui, ça va aider parce que ça va permettre d'être moins complexe pour nous à intégrer et ça va nous permettre de faire des belles choses.
Après, oui, je pense qu'à un moment ou à un autre, on va avoir des appels d'offres où on dira, si vous voulez vous opérer chez nous, ça sera tel type d'API et point barre. Pourquoi ? Parce que ça sera déjà discuté avec l'intégrateur, et l'intégrateur va dire, voilà, moi je veux ça, ça, ça et ça. Je vous donne un exemple très concret. On a été appelé sur un projet en Égypte, et le premier truc qu'on nous a dit, c'est vous qui imposez vos conditions. Ça c'est génial, parce que là, en tant qu'intégrateur, on va prendre tout ce qui nous intéresse pour que ça soit simplifié pour notre travail, parce que plus ça va aller vite pour intégrer, mieux ça sera pour nous. Donc oui, pour répondre à la question, la norme, en tout cas les API avec les bonnes données qui seront choisies, ça nous permettra d'intégrer plus facilement pour des budgets qui sont encore limités. Une vision complémentaire peut-être, Eric ? Oui. Alors effectivement, donc cette API Base économique, c'est la base. Comme ça, on s'intègre facilement, ça nous coûte moins cher à chacune des parties. Après, le MaaS, ça n'est pas qu'une plateforme, c'est aussi une plateforme, mais c'est aussi les opérations qu'on va faire sur cette plateforme, puisqu'il va falloir aller chercher des clients en masse. Il va falloir les faire découvrir les services, il va falloir les accompagner dans le développement de l'usage, il va falloir peut-être faire le programme qui va faire de l'incentive au report modal, il va falloir communiquer aussi avec les nouvelles offres des partenaires. Donc il y a un très très gros volet opération, et si on fait le MaaS à l'échelle, il faut vraiment compléter l'approche technique avec l'approche opération, et évidemment la gouvernance, puisqu'il s'agit quelque part de contribuer à une politique de mobilité qui existe sur un territoire, et donc chaque AOM aura à cœur aussi que l'ensemble des acteurs, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés, ils aient cette contribution. Et donc le fait de créer cet écosystème, il est vraiment multiple. Il va du contrat, de la gouvernance, jusqu'à la partie technique et standard sur les données. Il faut vraiment le voir comme un écosystème global. Une question peut-être piège pour Julie. La fabrique des mobilités est pas mal impliquée, puisque vous gérez pas mal de groupes de travail, de normalisation, de standardisation, puisqu'on a déplacé le débat, je pense, puisqu'il y a des travaux qui se font sur certains au niveau du GAR, donc en normalisation, et d'autres qui ont été confiés à des groupes de réflexion, je dirais, plus communautaristes, on va dire, enfin communautaires plutôt. Et est-ce qu'on a fait le bon choix de placer ça au niveau français ? Est-ce que c'est un bon choix, c'est une première étape pragmatique, ou est-ce qu'on aurait dû aller peut-être être plus ambitieux, aller directement à un niveau européen ? Je dirais que ça dépend des types de mobilité, en fait. Il y a des sujets sur lesquels on est assez avancé en France, notamment celle du covoiturage, qui avance très bien en ce moment, et nous, on participe activement à la facilitation de ces échanges, en fait, entre cette création de collaboration entre des acteurs, avec des enjeux, effectivement. Alors, on parle du modèle économique du MaaS, mais il y a les modèles économiques ce qu'on appelle nous les MSP, en fait, les Mobility Service Provider, et en fait, aujourd'hui, dans le covoiturage, ça reste quand même une nouvelle mobilité qui est encore en train de se chercher, notamment sur du covoiturage quotidien. On n'est pas sur un trajet Nantes-Paris, où là, il n'y a pas trop de questions, mais par contre, on est là sur du micro-trajet de quelques kilomètres par jour. Donc là, il y a quand même un travail qui est subventionné aussi, notamment, les modèles de subvention ne sont pas forcément les mêmes, en plus d'une région à une autre, enfin d'un AOM à un autre, donc c'est assez compliqué. Mais aujourd'hui, on avance assez bien, et on a mis donc tous les acteurs du covoiturage quotidien autour de la table. Ça a été compliqué au début parce qu'il a fallu qu'on se mette d'accord sur la gouvernance de ce groupe de travail. Aujourd'hui, on est dans une phase plus technique, où on est en train d'écrire en fait tout simplement l'API avec une première version qui doit arriver normalement le mois prochain, plutôt sur une base informative, mais l'idée c'est d'aller sur du normatif par la suite. Et donc l'idée c'est quand même de poser ce minimum. Mais il y avait bien sûr un historique qui était le fameux standard covoiturage de la région Île-de-France, et sur laquelle il a fallu qu'on construise aussi, pour pas non plus détruire le travail qui avait été fait par un certain nombre d'acteurs aussi. Donc il y a aussi ces jeux de répondre à ce qui a été fait avant, pour pas non plus, parce que c'est des petits acteurs, ils n'ont pas non plus des moyens incroyables pour développer des choses, répondre à un besoin qui est celui donc des territoires qui, eux, veulent développer le covoiturage, notamment parce que c'est un des enjeux aujourd'hui, parce que en vrai, on n'a pas non plus des moyens incroyables pour pouvoir construire des nouvelles infrastructures de transport lourdes, donc le covoiturage est un levier important dans la décarbonisation de la mobilité. Et on a besoin aussi pour eux d'aller aller chercher plus
d'usagers pour arriver à cette masse critique dont ils ont besoin, parce qu'aujourd'hui ils n'ont pas cette masse critique. Donc ça fait partie aussi de ça. Donc il faut que tout le monde joue le jeu, mais il faut qu'on se mette d'accord parce que effectivement ils sont aussi concurrents en réalité, mais ils ont besoin de ces standards pour que ça leur coûte aussi moins cher d'aller sur de nouveaux territoires. Donc ça, on revient à ce que disait Eric là-dessus. Donc pour revenir sur le covoiturage, après il y a d'autres... ça se développe pas de la même manière en fonction des types de mobilité. On a le standard par exemple du stationnement qui est plutôt géré par une fédération d'acteurs. Donc eux, ils ont travaillé ensemble parce qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble. C'est des acteurs qui sont là depuis longtemps, mais en même temps, ils prennent pas en compte des nouveaux types d'usages. Donc il y a aussi des choses à rattraper. Alors pour revenir sur la question européenne, c'était le début, je pense que mais derrière, en fait, déjà il faut qu'on arrive à se mettre d'accord entre nous, ce qui est déjà un niveau assez complexe, et après on commence à les discuter. Nous aujourd'hui, dans le cadre du programme, on discute avec des acteurs européens, on est en train d'aller voir, il y a aussi la norme NETEX qui est aussi là, donc il faut qu'on intègre, et qu'il y a aussi tout un travail de simplification et même de formation autour de cette norme, en fait, tout simplement, pour pouvoir, pour qu'elle soit mise en place. On ne peut pas juste imposer la norme, comme tu disais, Eric. Aujourd'hui, il faut aussi rendre possible l'utilisation de cette norme, parce que je crois que c'est un truc comme 1500 pages de normes qui a été créée. Alors pas totalement hors sol, elle est bien la norme, hein, c'est pas le problème, elle est très complète, elle est très bien faite, mais parce qu'elle répond à tous les cas d'usage. Mais tous les cas d'usage, c'est quand même assez énorme. Alexandre, un retour d'expérience peut-être sur les approches nationales versus européennes sur la standardisation? Tout à fait, et je vais aussi répondre à la question d'avant du Pierre Decou. La première question était comment retrouver ces petits d'un point de vue business. En effet, sur des produits à faible marge, la première chose à laquelle on pense, c'est pouvoir se déployer dans plusieurs pays. Il faut savoir qu'en Europe, historiquement, c'était volontaire de compliquer les choses pour aller d'un pays à l'autre. Et quand je dis ça, c'est dans le sens premier du mot. C'est-à-dire au 19e siècle, si l'écartement des rails ou les normes électriques étaient différentes pour les différents chemins de fer, c'était pour freiner les progressions des potentiels agresseurs ennemis. Donc il y avait à la base, dans notre marché, cette volonté d'avoir des règles différentes d'un marché à l'autre. Or, nous, acteurs industriels, pour retrouver nos petits d'un point de vue business, il faut qu'on puisse aller dans différents territoires. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple que tu connais bien, dans la monétique, dans les bus, dans les cars, il y a des standards assez simple sur lequel des gens comme Visa, Mastercard ont un consensus pour le monde entier. Et puis il y a certains pays qui font leur interprétation ou mettent certaines barrières à l'entrée. C'est le cas, on va dire, en France, c'est le cas en Espagne et dans différents pays comme cela. C'est pour ça, donc je vais aller à contre-courant de ce qu'ont dit mes camarades, mais c'est pour ça que dans certains cas, le fait d'avoir une norme imposée pour dire si vous voulez utiliser des cartes de paiement comme un moyen de valider un transport à bord, voilà le schéma, si vous le respectez, ça vaut pour tous les pays, eh bien c'est une aubaine. Je vais prendre un autre exemple, l'information voyageur. Aujourd'hui, on est entre deux mondes, entre un marché français qui a toujours utilisé des formats simples, faciles à consommer, qui sont le GTFS et le GTFS temps réel, donc GTFS RT. C'est simple et c'est très bien. L'Europe, notamment pour résister aux GAFA, essaye doucement, peut-être trop, de développer un autre format plus riche, donc forcément plus compliqué mais plus riche, qui s'appelle le NETEX et sa version temps réel qui est le Siri. Comme on n'en est pas encore à une imposition formelle, à une obligation légale, eh bien les deux flottent. Mais si demain on nous disait c'est NETEX et Siri pour tout le monde en Europe, eh ben, ça serait une opportunité aussi pour les industriels de pouvoir se déployer facilement dans tous les pays.
Et est-ce qu'on a aussi ce risque donc sur la partie distribution, où on a le risque effectivement d'avoir travaillé avec un certain consensus au niveau des acteurs locaux pour créer nos standards à une échelle locale, et qu'à un moment donné, l'Europe revienne comme elle l'a fait sur la partie information voyageurs et sorte un standard qui du coup nous redonne l'occasion malheureusement de repartir de zéro? Est-ce que vous voyez ça comme un risque potentiel, ou il y aura plutôt quelque chose qui va se construire par étage et plutôt de façon collaborative qui va converger petit à petit? L'ouverture de la distribution, c'est dans la LOM, donc c'est obligatoire, elle doit s'imposer. La question, c'est à quelle vitesse tout le monde doit se mettre en marche pour pouvoir l'ouvrir tel que c'est prévu dans la LOM depuis le mois de juillet dernier. Après, il y a différentes façons de s'intégrer. Encore une fois, si on veut vraiment faire du mass, il y a les API, ça fonctionne. Les liens profonds, bon, dans la LOM, on voit que c'est pas trop... c'est quand même un obstacle au fait d'avoir un paiement commun, c'est-à-dire de pouvoir faire le billet combiné dont on parlait tout à l'heure. Et puis après, il y a une autre façon de s'intégrer avec des SDK, donc des petits bouts de logiciels qui viennent de chaque billettique, en fait, qui est intégré à l'intérieur de l'application, mais ça, c'est pas très facile pour faire du paiement commun, d'une part, et puis d'autre part, imaginez le MAS qui va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 100 SDK à gérer, parce qu'à chaque fois qu'il va sur un territoire, on lui donne un autre bout de programme. Donc c'est pas du tout... le passage à l'échelle, il n'est pas possible comme ça. Donc je pense qu'on aura tous intérêt à aller sur de l'API. Et voilà, je pense que c'est pas trop un problème de standard, c'est plutôt un problème d'ouverture des systèmes existants qui peuvent être parfois assez anciens. Alors, je rebondis parce qu'en fait, c'est très très vrai, c'est que les billeticiens avaient tendance à avoir leur propre système, et comme c'était fermé, que qu'il n'y avait pas de problématique de digital, puisque c'était du ticket, après c'était des cartes, il n'y avait pas de problématique de se dire on doit être ouvert vis-à-vis d'un acteur tiers. Maintenant qu'on est dans le digital et que les gens veulent pouvoir payer et avoir leur titre sur leur téléphone portable, on va dire, les billeticiens historiques commencent à se dire que leur prix carré est mis à mal. Et on a commencé à avoir des acteurs qui ont fait des systèmes donc, de billettique digitale qui fonctionnent en parallèle de la legacy. Au point où Sydney, donc en Australie, avait un opérateur de billettique qui s'appelle Cubic, américain, qui voulait pas ouvrir, et Sydney a dit si vous voulez pas, c'est pas grave, on met nos X centaines de millions à la poubelle et on va prendre un acteur qui sera prêt à s'ouvrir pour un acteur tiers. Et là, bizarrement, Cubic, en 6 mois, ils ont créé une API qui était impossible. Donc ça veut dire que la pression, ça peut faire quelque chose. Et donc ça, la billettique et les acteurs de la billettique, c'est aussi un frein, c'est qu'ils ont été très réfractaires, et c'est vrai que dans beaucoup de villes, en particulier en Amérique du Nord, il y a 2 systèmes qui fonctionnent en parallèle. Et donc après, l'opérateur doit mixer les deux pour pouvoir faire son bilan comptable, quoi. Il s'est aussi passé un truc de dingue qui a un peu changé la donne ces 2 dernières années, c'est quand même la Covid. On sait que nos opérateurs sont très attachés aux gestes de validation, lutter contre la fraude, c'est pas possible de ne pas mettre un billet. Ah ouais, mais en fait, plus personne ne voulait toucher un bouton, plus personne ne voulait mettre ses doigts nulle part. Qu'est-ce qui s'est passé? SMS ticketing, mobile payment, QR code, etc., etc. Nous, aujourd'hui, en France, sur les réseaux Keolis, il y a 70 réseaux qui sont équipés de solutions dématérialisées. Donc ça aussi, ça fait changer la donne de manière très très rapide. Et donc là, effectivement, on avait des choses qui étaient très fermées, mais c'est les utilisateurs qui ont fait bouger la ligne, enfin les lignes. Ouais. La parole est à la défense. Alors je commencerai en disant, donc, en tant que billetticien, oui, c'est vrai qu'il y avait plutôt une culture du... Voilà, chacun maîtrisait un réseau avec sa gamme tarifaire et donc était le seul maître à bord, ça c'est vrai. Mais déjà depuis une dizaine d'années, j'ai vu que Calypso était dans la salle, il y a eu une première ouverture en faisant que les systèmes billettiques de ma ville A puissent communiquer avec le système billettique de la ville B d'à côté, l'interopérabilité billettique. Là c'est vrai que la LOM 28 qui dit vous billetticien du réseau d'Auxerre, vous êtes obligés de mettre à disposition toutes les briques pour qu'un SNCF, un Trainline ou autre puisse faire de la vente in-app
des titres que vous gérez, c'est sûr que de premier abord, ça pouvait être un changement de paradigme. Mais qui n'a pas duré longtemps, c'est-à-dire les billeticiens, tous autant qu'on est, se sont dit « Ok, c'est un nouveau monde, on s'adapte ». En revanche, la question d'après, bien sûr, et puis le moyen technique évident pour faire ça, c'est l'API. Mais la question derrière, c'est quelle API? La mienne ou la vôtre? Et on en revient, c'est la poule et l'œuf, on en revient à la question initiale de la gouvernance. On en revient au rapport de force entre acteurs. Oui, c'est à négocier parce qu'en fait, quand on est deux parties et qu'on doit s'intégrer, on doit définir l'endroit où commence l'un et où finit l'autre. Et ça peut être un endroit qui est un peu différent entre vous et moi et entre un autre acteur et vous-même. Mais du coup, c'est ça les termes du contrat qu'il faut trouver à faire. Et derrière, effectivement, ces rôles, il y a des répartitions de tâches. Par exemple, si je prends la billettique, je vais peut-être prendre le SAV. Si je prends le SAV, j'ai un coût qui est le coût du SAV, vous ne l'avez plus, donc vous ne le payez pas, c'est moi qui le paye. Donc il faut qu'on nette un peu tous ces échanges. Et donc c'est aussi ça qui est un petit peu compliqué, mais qui est aussi très intéressant, parce que comme on est en écosystème, il faut qu'on apprenne à acteurs privés, acteurs publics, tous ensemble, mais animés par je pense, ce sentiment de développer le MaaS vertueux, en tout cas nous, ça nous est cher au sein du groupe RATP, il faut qu'on trouve ces réglages. Je voulais juste rajouter quelque chose. Il y a une grosse différence aussi entre les grandes villes et les villes moyennes et petites villes. C'est-à-dire qu'à Paris, quand on va dans le métro, il y a un tourniquet, il y a une porte. Il y a quelque chose de physique qui fait que derrière le titre de validation, il y a des besoins aussi de flux. Et donc toutes les technologies ne le permettent pas. Donc ça aussi dans le MaaS, ça a une problématique, c'est comment faire en sorte qu'on rétrofite les portes, tout ce qui est physical gates des métros, des trains et autres, pour qu'on puisse avoir aussi un système digital. Et ça, pour le coup, ça peut avoir des conséquences financières sur un investissement important. C'est clair que le MaaS, c'est des enjeux de services numériques, mais comme tu le précisais, effectivement, derrière le service numérique, au final, c'est pour rendre un service qui souvent passe par du contrôle d'accès, parfois fermé, et c'est vrai qu'il y a, des étapes préparatoires à faire au-delà de tout ce qu'on peut mettre en place au niveau numérique. Parce que par exemple, dans cet exemple-là, on peut choisir de faire un rétrofit des valideurs, mais on peut aussi choisir, ce que vous disiez tout à l'heure, de faire une dématérialisation sur le téléphone. Dans le téléphone, auquel cas on ne changera rien dans le valideur. Donc il y a plein de solutions techniques, c'est ça qui est aussi enthousiasmant, c'est qu'il y a plein de solutions pour faire, mais il faut trouver le bon mix, et puis il faut être dans un rythme où, quand même, la LOM est là, donc il faut qu'on s'y mette chacun, parce que sinon, en fait, les masses ne passent pas à l'échelle, et donc ça, c'est quand même dommage. La LOM, de toute façon, reste très discrète sur le comment. Elle dit, voilà ce que vous devez faire, mais elle n'impose pas le comment, elle n'impose pas non plus de modèle économique. Donc effectivement, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un foisonnement de possibilités, je dirais accentué par l'épisode Covid, avec le fait aussi que naturellement on va y avoir plus de numérique. Et est-ce que l'approche, c'est pas un petit peu de construire finalement une marketplace de la mobilité, où chacun va regarder, je dirais, à partir du moment où chacun ouvre l'accès à sa distribution, est-ce qu'on n'a pas déjà fait un premier grand pas pour construire les masses? Et après, comme vous le disiez Aurélien et Eric, chacun fera un bout du chemin, mais est-ce que ça sera suffisant, ou est-ce qu'il faut vraiment aller plus loin et vraiment standardiser ces ouvertures? Alors, pour parler business model d'affaires, donc on va reprendre cet exemple. L'homme 28, vous êtes obligé de mettre à disposition de la vente par des tiers par API. D'accord. Cette mise à disposition, elle se fait contre une somme, on va dire, modique, avec un modèle d'affaires tout trouvé qui est au consommé. C'est-à-dire, si tu utilises mon tuyau 15 fois, ça fait 15 appels API, ça vaut tant de centimes. Ça, c'est simple. Mais ce n'est pas là-dessus que les acteurs industriels vont marger. Ils ne font que compenser le coût de l'obligation légale et du chemin qu'on poursuit tous, du MaaS. Ok.
En revanche, et je finis ce que je voulais dire avec quelle API on prend, la mienne ou la vôtre, c'est que en mettant à disposition mon propre tuyau, mon API, au-delà des quelques centimes que je récupère parce que des tiers le consomment, ce que je récupère surtout en contrepartie, c'est de la donnée. Je pense que Nicolas voudra prendre la parole derrière moi, et c'est ça le nerf de la guerre, c'est ça qui a le plus de valeur à long terme. C'est là que se situe le business model pérenne d'acteurs comme nous. C'est pour ça qu'il y a autant de batailles, non pas sur quel standard, quelle norme on utilise, ou quel standard, pardon, plutôt, mais plus sur est-ce qu'on utilise votre tuyau ou le mien. Une réaction, Nicolas? Ouais, non, je ne vais pas rebondir sur le sujet, je vais jeter un deuxième mini pavé dans la mare. Alors, je vais m'éloigner un tout petit peu peut-être du sujet de ce soir, mais on parle masse, on tient pour acquis que le masse c'est l'avenir, tout le monde veut du masse. Voilà, on a dans la salle sans doute beaucoup de passionnés de mobilité, bussophiles, ferrovipates, ce que vous voulez, qui aujourd'hui se dit, tiens, demain je vais acheter un seul billet pour commencer mon trajet en covoiturage, passer sur du transport en commun, finir en trottinette. Je ne sais pas combien il y en a parmi vous. Premier point. Deuxième point, le mass, en fait, il y en a autant qu'il y a de villes ou de métropoles. J'en ai dit tout à l'heure. Regardez par exemple les villes qui disposent de modes lourds. Il y a combien de villes en France qui vont avoir du tramway, du train, du métro? Bon, je crois qu'on a vite fait le tour. Il y en a quoi, 15-20 en France? Je crois qu'il y a 25 villes qui doivent avoir des trains. Ouais. Alors, et puis après, on va arriver sur un mass beaucoup plus light, mais qui est tout à fait légitime et valide, hein, où on va avoir quelques lignes de bus qu'on va connecter avec une offre de covoiturage, avec du bus, etc. Et dedans, il y a aussi, bon là c'est peut-être mon côté actionnaire SNCF, mais faut pas oublier toutes les zones à faible densité, comment on va chercher aussi les gens qui sont très très loin en fait de ces réseaux de transport, comment on les amène sur les réseaux de transport. Et ça, j'ai pas de réponse à la question, mais... Je pense que le report modal, c'est important. On a un gros différent sur cette partie-là. Vraiment très, très gros. Le report modal, ça sert à égaliser, on va dire, l'expérience de la voiture qui, elle, fait un bout en bout avec un enchaînement de transport qui va pouvoir avoir des temps qui sont acceptables, un confort qui est différent, et donc d'ouvrir des arbitrages qui sont possibles à partir du moment où l'utilisateur est guidé par son application. C'est-à-dire que l'utilisateur, il ne peut pas lui tout seul faire son calcul de combien ça coûte en CO2, en coût, etc. Chaque parcours, sachant que tel bus part à tel moment, etc. Donc les applications mâchent ce chemin et donc rendent fluide le choix. Et après, le choix, il dépend de vous, de moi, de là où on habite, de là où on va travailler, du trajet qu'on doit faire. Et plus les différents modes sont connectés, et plus on a une expérience qui est bonne déjà pour l'utilisateur. Alors évidemment, le backbone, c'est le transport en commun, mais il n'y a pas que ça. Et puis plus on est aussi compétitif par rapport à un choix voiture, sachant qu'il y a aussi des choses qui vont pénaliser le choix de la voiture. C'est que de plus en plus, nos métropoles, on voit bien, elles commencent à dire l'accès va être limité, je fais des ZFE, j'enlève des places de parking. Donc tout ça, quand vous allez les mettre dans les calculs des itinéraires avec de la voiture, vous allez voir que ça va vous rallonger les temps, ou ça va vous rallonger des coûts. Et donc il faut arriver sur des stratégies qui sont plus évoluées. Donc il y a beaucoup de métropoles qui ont fait des parkings relais, par exemple, pour pouvoir faire un bout du chemin, parce que je n'ai pas le choix. Peut-être demain il y aura du covoiturage, du TAD, mais peut-être je n'ai pas le choix. Je prends ma voiture pour aller à l'entrée de la ville, et après je finis avec un vélo ou avec un tramway. Mais peut-être que c'est pas suffisant parce qu'on n'a pas assez de parcs relais. Alors peut-être on va vouloir aussi mobiliser les parcs privés, et puis peut-être on va vouloir aussi, si on va sur le niveau 3, le niveau 3 c'est un moment où on va faire des prix ou des packages à partir d'un ensemble de mobilité, et bien on va pouvoir mettre aussi du signal tarifaire par rapport à une intention. Et comme vous allez signer un package, vous allez pouvoir peut-être, contre ce package, obtenir une promesse de celui qui va signer. Donc ces niveaux 3 et ces niveaux 4, ils sont assez peu, ils sont encore étudiés juste sur quelques explorations, on va dire, avec quelques centaines d'utilisateurs dans différentes parties du monde. Il y a par exemple des choses intéressantes qui sont passées à Sydney. Donc on commence à avoir des mécaniques
qui font qu'une partie des arbitrages, on va dire, se prennent à partir du moment où il y a un signal tarifaire et de la facilité d'utilisation. Donc ça, c'est l'étape d'après. Aujourd'hui, on est un peu avant, il faut se connecter, il faut passer des contrats, il faut mailler le territoire pour avoir une expérience automobile par rapport à une expérience transport en commun, plus toutes les autres mobilités qui soient comparables. Ouais, on a fait nous récemment une étude en partenariat avec Mass Transit et l'Institut Paris Région sur un certain nombre de corridors, notamment pour montrer les évolutions pendant et après la Covid sur les pics de trafic. Mais on s'est intéressé aussi à autre chose, c'est-à-dire l'espèce de seuil psychologique de la distance marchable. Et en fait, on s'est rendu compte, alors c'est pas forcément très, très rassurant, mais les gens qui habitent à plus de 500 mètres des gares prennent leur voiture. Même si derrière, ils vont mettre 20 minutes de plus ou 1 heure de plus pendant leur trajet. C'est un truc de dingue. Donc en fait, là, on se dit, oui, il faut les informer qu'il y a peut-être une alternative. Prenez un vélo, laissez-le dans un parking sécurisé, prenez les transports en commun. Et ça, en fait, c'est ultra compliqué parce que les gens vont dire, oh là là, il y a plus de 500 mètres à pied, oh non, moi je prends la voiture. C'est assez rigolo ce que tu dis parce que avant de travailler dans la standardisation des masses, je travaillais sur des projets qui liaient immobilier et mobilité. Et dans la plupart des plans locaux d'urbanisme, en fait, on descend le nombre de places de stationnement par logement quand on est à moins de 500 mètres d'une gare. Alors, d'un moyen de transport lourd, exactement. C'est la règle. Et c'est quasiment généralisé aujourd'hui. Et puis, alors, en plus, si vous avez un logement social, c'est encore plus bas. Donc, et en fait, aujourd'hui, de fait, alors c'est le logement neuf. Donc, dans le logement neuf, il n'y en a pas non plus tant que ça par an qui se crée. Mais c'est une norme, en fait, qui est en train de s'imposer sur la manière dont on envisage la mobilité aujourd'hui. On construit moins de places de stationnement parce que les promoteurs immobiliers, ça les intéresse pas, c'est pas du tout rentable en fait pour eux dans l'immobilier de résidence. Et en plus, les villes prennent conscience de ça et en plus, ça supprime les places en voirie parce que ça leur coûte cher à entretenir. Donc aujourd'hui, en fait, on a ça. Donc il y a beaucoup de signaux en fait qui s'alignent. Le MAS, comme on discutait, c'est un des outils pour aller vers une mobilité décarbonée ou lutter contre l'autosolisme, mais il y a aussi plein de choses qui sont en train de se mettre en place en parallèle qui permettent en fait de limiter l'usage de la voiture. Et ça passe par des infrastructures, ça passe aussi par des politiques publiques locales de limitation du stationnement et aussi par de l'incitation. Nous, on travaillait notamment avec eux sur ce qu'on appelait de l'assistance à maîtrise d'usage sur des nouvelles mobilités. C'est-à-dire que, ok, on vous dit que vous n'allez pas pouvoir avoir une place de stationnement, voire pas une deuxième place de stationnement. Par contre, on va vous accompagner vers l'usage de ces nouvelles mobilités qui vont vous permettre de vous déplacer au quotidien pour aller travailler, pour aller faire vos courses, quand vous arrivez dans un nouveau logement qui n'est pas celui dont les habitudes au quotidien vont changer en fait. Il y a aussi ça à prendre en compte. Deux points. Le premier point, c'est le problème des gens qui ont une voiture, c'est que le premier réflexe, c'est Waze. Et Waze, il donne absolument pas d'alternative intermodale. Donc ça, c'est un vrai premier problème. C'est-à-dire que si on veut un jour réduire la part modale, il faut absolument qu'on communique énormément aux gens en leur disant il y a des alternatives. Donc ça, et je pense que l'alternative va venir surtout des employeurs. Donc sur ça, le forfait mobilité durable, je pense qu'il va donner un boost aux masses parce que on va montrer aux employés qui peuvent venir quotidiennement à leur travail en réduisant la part modale de leur voiture. Premier point. Deuxième point, à Amsterdam, maintenant, effectivement, quand ils construisent des nouveaux logements, avant c'était 2 places de parking pour un appartement, maintenant c'est 1 place de parking pour 2 appartements. Et ce qui se passe, c'est que l'immobilier, ils ont intégré la mobilité à l'intérieur des résidences. C'est-à-dire que quand vous avez des frais de copropriété, à l'intérieur, ça inclut les vélos et les voitures d'autopartage qui sont déjà dans la résidence. Ce qui fait qu'ils se sont rendus compte qu'il y a plein de gens finalement qui commencent à faire du carpooling entre résidents et créer une atmosphère beaucoup plus saine sur une mobilité partagée. C'était juste les tout à fait. Du coup, on s'éloigne un peu du sujet de la normalisation, mais c'est clair que les enjeux de normalisation n'ont de sens, et le MAS lui-même n'a de sens que si l'offre est là, et s'il y a effectivement une incitation qui n'est pas forcément que financière, mais qui pousse les gens à aller vers ce type de mobilité. Sur le sujet de la normalisation ou de la standardisation, excusez-moi de vous ramener au sujet du jour, parce que c'est vrai que sur le MAS, on est intarissable. Il y a un sujet qu'on n'a pas
beaucoup abordé aujourd'hui. On a parlé de la partie information voyageurs sur les données, on a parlé de la partie de distribution, on a évoqué le sujet mon compte mobilité, mais on n'a pas parlé un petit peu de tout ce qui était effervescence et foisonnement aussi d'initiatives autour du compte mobilité, où on voit bien qu'il y a tout un tas d'acteurs à différents niveaux qui essaient de s'emparer ou de valoriser leur relation client. Est-ce que là aussi il y a un enjeu de standardisation, puisque clairement c'est pas demain ou dans les 6 mois qui viennent qu'on aura un compte unique, et j'espère pas d'ailleurs, parce que sinon on serait dans une société du Big Brother, mais il va y avoir une pléthore d'initiatives, et si on veut garder cette facilitation pour l'usager, quelle place peut avoir la standardisation entre ces différents comptes de mobilité ? Alors, pour le coup, ce qui se passe en Belgique et aux Pays-Bas, c'est que les sociétés, en tout cas aux Pays-Bas, c'est de plus de 250 employés, et en Belgique, c'est toutes les sociétés, ont besoin de faire un rapport sur l'empreinte carbone des mobilités des employés. Donc c'est une obligation. Typiquement, le fait de pouvoir standardiser et de pouvoir effectivement récupérer l'information de qu'est-ce qui a été consommé au niveau carbone par rapport aux employés, par rapport à leur mobilité quotidienne au niveau des sociétés, ça va être très important, parce que ça coûte de l'argent, et donc là pour le coup il y a un business model qui est purement fiscal et purement de record. Donc oui, la standardisation va avoir un impact énormément sur le fait que les entreprises vont avoir une obligation au niveau européen à un moment ou à un autre de donner le rapport de leur bilan carbone des mobilités de leurs employés, que ce soit au quotidien ou en déplacement professionnel. Peut-être Julie, un mot sur l'initiative de la Fabrique des Mobilités, puisque vous êtes au cœur du sujet, sur le compte mobilité standardisé. Donc le compte mobilité standardisé, donc on est plutôt sur une question de données standardisées, plutôt de l'usager pour le coup. Et alors là, on n'est pas sur ce qu'on appelle une verticale, comme le fameux tableau du GART dont on discutait. On est sur une verticale qui sur transversale, excusez-moi. Une horizontale qui concerne tous les modes de mobilité, et donc on passe du TC qui était déjà lui assez normalisé sur plein d'autres sujets, mais qui n'était pas. Et là on en retrouve des acteurs très différents qui sont dans ce fameux groupe de travail qu'on a lancé il y a 2 mois à peu près, où on discute ensemble de quelle forme prend ce compte mobilité, enfin le compte mobilité standardisé. On parle pas d'une plateforme ou d'une API, mais on est plutôt sur une question d'API. C'est qu'est-ce qu'on met comme données, qu'est-ce qu'on met comme données qui vont nous permettre d'être utilisées dans tous les modes de déplacement possibles aujourd'hui. Et ça, c'est une des promesses qu'on est censé tenir sur ce programme, c'est d'arriver un peu à mettre d'accord des acteurs très différents pour pouvoir créer ça. Et ça fait partie, ça, je pense que c'est très utile dans vos problématiques de billettique notamment, et de multimodalité. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas quelque chose on ne peut pas réutiliser les données d'un mode à l'autre, je ne vois pas trop comment vous allez y arriver en fait. Et derrière cette standardisation des données, il y a aussi la question qui est discutée dans un groupe de travail, de tout ce qui est du rôle qui est réparti entre chacun, quand je dis entre chacun, entre les exploitants, les opérateurs de services mobilité et l'opérateur du MAS, dans la collecte, dans la vérification des justificatifs, puisque la première étape simple, c'est déjà récupérer et ne pas redonner X fois son identité, mais derrière, quand on est dans un public d'ayant droit, où il y a beaucoup de tarification sociale. Alors ça, c'est plutôt alors ça, il y a 2 choses. Il y a donc ce qu'on appelle nous le compte mobilité standardisé, donc qui est plutôt, on est plutôt de l'ordre de l'API et tout ça, et on a ce qu'on appelle MOB. Donc MOB, c'est un compte mobilité. Désolé pour ça, on est sur les mêmes sujets, donc on commence à mélanger les mots. Et donc MOB, là, on est plutôt sur un compte usager où on retrouve ces problématiques d'aide. Alors en plus, on se pose à plusieurs niveaux, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire avec ça, mais ça va prendre un peu de temps parce que c'est très complexe. Et on a parlé de ce millefeuille des aides, mais il y a aussi le fait d'avoir une forme de coaching. En fait, on disait comment on accompagne les gens à changer de mode. Donc effectivement, on a la concurrence de la voiture, et c'est comment on montre à quel point c'est le fait de faciliter et de fluidifier ces modes de transport, même s'ils sont plus complexes parce qu'on en fait 2 ou 3
à la chaîne, ça sera toujours plus simple que d'utiliser la voiture. Mais pour ça, il faut accompagner les usagers sur les questions de on gagne du temps, on gagne de l'argent, en fait on vous aide à le faire, et donc il y a plein d'autres choses qui t'attendent, et on utilise correctement aussi le forfait mobilité durable. Aujourd'hui, le forfait mobilité durable, ça reste quelque chose qui est un peu flou sur la manière dont on le met en place dans une entreprise, chacun fait un peu ce qu'il veut en vrai. Il y a des acteurs qui sont positionnés là-dessus, qui ne sont pas des acteurs de la mobilité, pour le coup. On va avoir des acteurs comme, pour donner des noms, Swile ou Betterway, qui commencent à travailler sur ces sujets-là. Donc, ils sont plutôt des acteurs de RH. Donc, on est aussi des nouveaux acteurs qui rentrent dans le jeu. Donc, c'est pour ça que c'est très, très compliqué, en fait, aujourd'hui. Et donc, on essaie déjà de commencer par les aides, et après, on va remonter les couches au fur et à mesure. Nicolas, vous qui avez cette double vision, je dirais, historique transport et désormais masse, est-ce que vous voyez des enjeux ou des frictions dans ce partage de la relation client entre l'opérateur du masse et l'opérateur transport, un peu comme on l'expliquait sur la vente des services et l'ouverture? Est-ce que c'est des choses qui vous paraissent devoir évoluer avec une approche masse? Pour une fois, je vais être d'accord. Non, je trouve plutôt qu'il y a des synergies évidentes, en fait. Là, on n'est pas dans une friction, bien au contraire, et c'est l'intérêt dans les deux sens, en fait. Rajouter de la complexité des normes. On en a déjà suffisamment. Enfin, on a parlé de Netex tout à l'heure. Le Siri, par exemple, c'est une norme qui est extrêmement flottante aujourd'hui. On a beau l'avoir définie. Nous, on est en plein dedans. On a fait récemment un projet Netex là, pour Transilien avec IDFM. Je vais revenir un petit peu en arrière, mais même la manière de codifier les gares ne sont pas les mêmes entre les acteurs. C'est-à-dire que vous allez la décrire avec 5 morceaux, quand l'autre va la décrire avec 10 morceaux. Donc quand vous échangez les référentiels, forcément ça marche pas. Donc non, là clairement, dans un cas où il y a un intérêt complètement mutuel, il n'y a pas de friction. Enfin, je pense que tout le monde va dans le même sens. Est-ce que l'autre sujet, il a été un petit peu évoqué par l'exemple que donnait Alexandre, est-ce qu'il y a aussi d'autres acteurs qui sont susceptibles, ou d'autres normes ou d'autres domaines qui sont susceptibles d'imposer leurs standards? Donc on a parlé évidemment de Google avec Google Maps sur la partie information voyageur, mais est-ce que sur la partie puisqu'on se dirige plutôt sur des actions de marketplace, où au final la plupart des usages se terminent par un paiement, est-ce qu'il y a aussi, on l'a vu avec l'open payment dans le transport, est-ce qu'il y a aussi l'opportunité ou le risque, je ne sais pas, à vous de me dire, de voir des acteurs qui viennent plutôt du domaine de la monétique et se promouvoir comme des acteurs importants dans le domaine du masse? Effectivement, on en parlait, Julien en parlait tout à l'heure, c'est que le monde de la carte bancaire, on peut avoir maintenant des cartes bancaires où on peut délimiter les acteurs sur lesquels on peut faire le paiement, et donc vous pouvez très bien dire, voilà, ça peut être que le taxi, le parking, l'essence que vous voulez, mais vous ne pouvez pas aller à Auchan ou au restaurant et utiliser la carte. Et donc effectivement, il suffirait finalement d'un Google Maps intermodal et d'une carte pour pouvoir faire du mass. Pour être très honnête, pour en avoir discuté avec les gens de chez Google, le mass chez Google n'est pas géré au niveau de Google Maps. Il est géré au niveau de Google Pay. Donc voilà, j'ai tout dit. Non, tu n'as pas peut-être parlé d'Apple. Ah oui, effectivement, mais Apple Pay et Google Pay, mais c'est vrai que voilà. Et j'étais vraiment très étonné, et ça a du sens, parce que finalement, l'acte final, pour consommer un service de mobilité, il faut payer. Donc il n'y a que le taxi où on paye à la fin, il y a quand même la plupart des services de mobilité, on les paye quand même au début. Et donc le paiement, ça reste l'acte final qui dit on a consommé le service. Je ne sais pas si vous avez vu, mais récemment il y a eu une annonce de Google justement qui a ressuscité pour la énième fois son wallet, puisqu'ils ont réannoncé cette semaine, je crois, qu'ils allaient rouvrir une application concurrente à Apple Pay qui aurait vocation justement à héberger tout type de cartes et s'imposer sous forme de standard. Donc c'est un peu à ça auquel je pensais aussi, qui pouvait être aussi une forme, je dirais, de nous mettre tous d'accord, je dirais peut-être à notre corps défendant, si on voit ce type d'approche. Ce qui est très intéressant dans la question, c'est que derrière, il y a vraiment ça sera le prochain gros changement de paradigme dans le mass. C'est-à-dire, quand on disait là, il y a 4 étages, niveau 1, 2, 3, 4,
comment dire en français, le user journey, Le parcours client. merci. C'est la fin de journée. Le parcours client derrière, c'est je prends l'application sur mon téléphone, je fais une recherche sur un calculateur d'itinéraire à la Citymapper, on m'explique que je peux acheter un titre en 3 clics qui peut être monomodal ou intermodal, et puis on peut me faire gagner des points pour me faire quitter ma voiture. Bon, mais ce chemin-là, il peut être remplacé par l'action, comme vient de le dire Aurélien. C'est-à-dire, si je sais où je vais, je monte dans un véhicule, j'utilise un moyen de paiement pour signaler que je prends le premier véhicule, derrière je prends un deuxième véhicule opéré par quelqu'un d'autre, je réutilise le même moyen de paiement, et bien derrière, je sais qu'à la fin de la journée, je serai prélevé du meilleur tarif possible pour tout le chemin que j'ai fait. Et donc c'est là où Mass et Open Payment se retrouvent, c'est que peut-être que l'Open Payment est l'avenir du Mass. Bon courage. Je pense qu'il y a encore du travail à faire parce que les acteurs aujourd'hui savent gérer leur propre paiement, mais collecter dans un point central des encaissements auprès de X commerçants, puisque si on a X exploitants, il y aura X commerçants, pour qu'avant que chaque commerçant encaisse, passe par une clearing house, excusez-moi, je prends une chambre de compensation, qui sera sous quelle gouvernance, ça restera aussi à définir, qui déciderait qu'au lieu de payer le prix additionnel des 3 trajets, ça sera un prix moindre et donc compensé encore une fois par qui. Si on va dans cette logique-là, logiquement on peut estimer que ce serait plutôt un acteur privé qui serait appétant à subventionner ce type de comportement. Et ça serait peut-être un peu compliqué de tout ce qu'on sait des acteurs des collectivités, d'aller confier cette approche à des acteurs qui ne sont pas forcément sous leur gouvernance ou sur lesquels ils ont peu d'influence. Dans la LOM, c'est bien l'autorité organisatrice qui est chargée de gérer, de gouverner son écosystème de l'ensemble des mobilités. Ça, c'est un sacré défi parce qu'effectivement, on voit que ça bouge de tous les côtés. On ne sait plus vraiment qui est SNM au Mass ou qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui est valable aujourd'hui, dans 6 mois, dans 1 an. Et donc les stratégies, entre guillemets, peuvent se mettre en place aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire des partenariats qui soient publics-privés. Il faut savoir ce qu'on veut aussi obtenir à la fin. Donc sur quel but on va s'aligner. Donc le bénéfice sociétal du Mass ou autre sujet. Et puis voilà, après il faut aussi apprendre en marchant, donc ne pas essayer de créer des expériences et puis essayer de passer à l'échelle des choses qui fonctionnent sans forcément attendre d'avoir la vérité vraie qui sort du ciel. Très bien. Ce que je vous propose, parce que je vois qu'on arrive à 10 minutes grosso modo de la fin de notre intervention, c'est peut-être de prendre des questions dans la salle. Je vois Yves déjà qui se propose. Je ne sais pas si quelqu'un peut faire circuler un micro. Je te laisse peut-être te présenter avant de poser la question. Oui, Yves Amsler, conseiller de l'UITP, l'Union internationale des transports publics, ex-RATP Sistra pendant quelques dizaines d'années. Oui, je voudrais faire des remarques concernant le titre, parce qu'on parle de Mobility as a Service, l'enjeu de la standardisation. Bon, la mobilité, il n'y a pas une mobilité. La mobilité, c'est un acte individuel d'abord. C'est donc une personne qui veut se déplacer sur un territoire pour un motif et à un moment donné. Et cette personne a des besoins de mobilité différents selon ses besoins dans la journée, dans le temps, dans les territoires. Et la mobilité est très dépendante du territoire. L'essentiel des déplacements se font sur un territoire local. Les enjeux sont d'abord des enjeux de mobilité locale. Et donc quand on parle de marché, eh bien, il faut voir que les marchés locaux et les marchés européens sont complémentaires, mais ils sont distincts. Deuxièmement, quand on regarde les services, un service c'est associé à un produit et à un prix. Et dans le cas de la mobilité, ce produit, il est très dépendant du mode de déplacement. Donc, on va faire un mode ferroviaire, on va faire un mode particulier en voiture, etc. Et en réalité, donc, il peut y avoir des approches modales des services, et on se pose la question de
du type de service. Et dans le principal facteur clivant dans les services, c'est le service purement commercial et le service sous obligation de service public, qui lui dépend d'une gouvernance différente avec des besoins très différents, et c'est surtout évidemment dans les zones denses où... Alors, maintenant, la normalisation. La standardisation, par essence, c'est la réunion d'acteurs dans un marché qui s'entendent entre eux pour définir des spécifications harmonisées, communes. Et ça se fait de manière volontaire. Et le problème, c'est qu'on a donc différents marchés de mobilité, différents marchés de services, et que ces marchés ne sont pas indépendants. Parce que, en particulier, quand on parle de mobilité, c'est ce que vous disiez, ça génère des flux. Et les flux de déplacement, ça génère de l'espace, ça occupe de l'espace, ça occupe des problèmes. Il y a des problèmes pour la circulation et pour le stationnement de l'ensemble des modes. Une trottinette, ça va bien, 100 000 trottinettes, au même endroit, ça ne va plus. Donc, il y a un problème de réunion d'acteurs pour parler de spécifications harmonisées. Et là, je dirais, on revient au titre du MAS. L'enjeu principal, je dirais, c'est qu'il faut associer des adjectifs à mobilité et des adjectifs à service. Il faut que la mobilité soit soutenable. Alors ça, c'est un terme politique, on met beaucoup de choses, mais ça a quand même du sens derrière. Et puis, les services, il faudrait qu'ils soient essentiellement partagés. Et il faut savoir comment faire pour le faire correctement. Et donc il faudrait... Donc, il n'y a pas un seul... question du coup, Yves? Non, la question... c'est pas une question... Brève introduction. La question, c'est comment faire pour rassembler les bons acteurs, pour les inciter, sachant que tout cela, ça représente il y a des enjeux terribles, il faut qu'il y ait des moyens, il faut qu'il y ait une volonté, il faut qu'il y ait des compétences, il faut qu'il y ait des moyens financiers et humains, et il faut donc un accord entre acteurs très difficile à réunir, et les acteurs de la mobilité, ils sont, pour la mobilité locale au moins, extrêmement éparpillés. Comment fait-on? Quelles recommandations à la Commission européenne? Il y a les approches nationales, on a cité Entur, Samtrafiken, il y a des approches nationales maintenant, il y a des approches allemandes, etc. Et donc il y a tout un tas d'acteurs, mais il n'y a pas une standardisation, il n'y a pas une mobilité, il n'y a pas un type de service. C'est un peu le constat qu'on a fait. Tout devrait être au pluriel, autrement dit. Oui, c'est un peu le constat qu'on a fait au début en disant qu'il y a une complexité, il y a des particularités locales, des particularités modales qui a conduit à faire des groupes thématiques et pour l'instant plutôt des réflexions à l'échelle nationale. Donc je ne sais pas si quelqu'un veut réagir par rapport à... Déjà, nous, on a un acteur, à la différence des 4 autres, on a un acteur qui est relativement neutre. En fait, on a un positionnement aussi qui est intéressant dans la démarche de standardisation. C'est-à-dire que moi, à la fin, je ne vous vois pas de la mobilité. Moi, je suis là pour accompagner, avec mes collègues, une démarche de standardisation. Et en fait, on met en aide ces acteurs à se mettre autour de la table, tout simplement. En fait, on fait de la facilitation, parce qu'effectivement, c'est pas un moment facile. Au moment où on décide qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on jette dans le standard. Et ça, c'est vrai que ça, c'est pas simple. Et c'est pour ça que nous, on a été appelés pour le faire. Alors, c'est pas, bien sûr, on est financé par des deniers publics pour le faire, mais c'est pas l'État qui le fait. Ça résonne, excusez-moi. C'est pas le gouvernement, c'est pas l'État qui le fait. On est là, nous, en tant qu'acteurs, pour faciliter ce travail. Et donc ça, c'est déjà une première étape aussi pour aller dans ce sens-là. Et je pense que, enfin, je sais pas, je laisse les acteurs industriels compléter, mais je pense qu'il n'y a pas non plus de problème de mobilisation, puisque tous les groupes qu'on a pu voir, il y avait beaucoup de comportements volontaristes, y compris pour prendre en main la rédaction de spécifications. Il y a peut-être juste un problème, une question aujourd'hui de pluralisme, mais je pense qu'on ne sera pas la traiter à court terme. J'aimerais juste rajouter quelque chose. Il y a 2-3 ans, les acteurs, tout ce qui était trottinette, vélo et tout, c'est des gens qui ne voulaient pas nous voir. Et bizarrement, ils commencent à comprendre que les villes vont reprendre le dessus, le pouvoir de leur territoire, et ils vont imposer certaines choses. Et là, bizarrement, on commence à voir tous les acteurs qui ne voulaient pas nous voir taper à notre porte en disant écoutez, on aimerait bien travailler avec vous parce que vous êtes dans telle ville et on aimerait proposer nos services. Et là, c'est là où on voit que la standardisation va se faire de fait quelque part, parce que tous ces acteurs qui quand même sont sur la voie publique devraient avoir un droit de pouvoir opérer, et ce droit, c'est quand même la collectivité qui la donne, quoi. Moi, j'aimerais juste ajouter que
rien ne se fera sans pragmatisme. J'ai deux exemples opposés sur des volontés spontanées du marché d'arriver à un standard. Dans le marché billettique, il y a une norme qui s'appelle Intercode qui est censée régir comment fonctionne un système billettique. Et bien, ça a été basé sur une telle règle du consensus que c'est devenu un millefeuille complètement, complètement absurde et avec des tas d'effets de bord. A contrario, si on prend le marché du covoiturage en France, ils se sont assez vite mis d'accord, les trois gros acteurs, en tout cas industriels du secteur, pour avoir un standard qui fonctionne entre eux. Alors dans un deuxième temps, ils ont dû se mettre autour de la table pour faire que ce standard rentre dans une norme officielle, mais tout ça pour dire que voilà, il ne suffit pas de vouloir se mettre autour de la table, il ne suffit pas de chercher le consensus qui est pas toujours la meilleure des idées. Il faut aussi rester pragmatique. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'ailleurs, c'est pour ça que c'est aussi important de travailler avec eux. C'est-à-dire qu'on si on est Bien complètement sûr. hors sol, en fait, on va créer des choses qui sont des usines à gaz. Donc il y a aussi l'idée de... Nous, on coupe, je sais que dans notre démarche actuellement, c'est qu'on arrive à un moment où on dit, bon, bah maintenant, il va falloir qu'on prenne une décision. Donc on est aussi là pour les forcer, en fait, à arrêter à un moment donné, et puis on reprendra plus tard, et on fera une V2 ou quelque chose comme ça. Mais il faut qu'on arrive à un moment à créer une V1 ensemble et assez rapidement, parce que sinon, on n'arrive jamais sur un standard. D'autres questions? Oui, une question. Laurent Fortune, Société Kevin Speed. Une question. On a un peu voyagé, on a été un peu à Sydney, en Belgique. Il se passe quoi ailleurs sur tout ce sujet-là? Qu'est-ce qui se passe en Hollande? Qu'est-ce qui se passe en Suisse? Qu'est-ce qui se passe au Japon, en Angleterre? Nous, on a commencé à discuter pas mal avec une initiative qui se passe au Benelux qui s'appelle Tomp API. Donc ça fait partie des jeux. Donc ça c'est assez intéressant comme type de démarche, parce que c'est une démarche qui est forcée un peu par le gouvernement hollandais. Donc il a dit ok, nous on veut bien financer du MAS. Par contre il va falloir que vous travailliez ensemble parce qu'on va pas financer 7 MAS différents. Donc en fait l'idée c'était d'avoir un standard sur lequel ils sont. Alors c'est en cours de développement, hein, il n'est pas terminé. Et donc on a des acteurs qui sont assez divers, qui travaillent ensemble avec une application dans, je crois, 7 territoires aux Pays-Bas. Donc l'idée c'est aussi, il y a des choses comme ça qui sont en train de se faire. Et Tomp API, TOMP-API. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que il n'y a pas une structure derrière, donc c'est un working group. Ça existe, il n'y a rien vraiment physiquement, il n'y a pas une structure organisation officielle. Par contre, c'est des acteurs qui travaillent ensemble pour aller et c'est un des standards qui est le plus divers en termes de blocs fonctionnels en fait. En fait, les Pays-Bas, il y a 3 ans, ont décidé de subventionner donc 7 MAS avec des contextes différents. Donc Amsterdam, la grande ville, Rotterdam avec l'aéroport, Maastricht à côté de la frontière, et puis 2 autres dans des villes complètement paumées et rurales, justement, pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour ces gens-là et tout, une ville universitaire. Et donc l'idée, c'était de se dire, faut que ces 7 MAS, quoi qu'il arrive, s'il y a une personne qui télécharge l'application d'un MAS, elle doit pouvoir voyager n'importe où aux Pays-Bas. Et donc pour ça, il fallait un standard. Et c'est comme ça que Tomp API s'est mis en développement avec le ministère derrière. Parce que quelque part, Eric Mink, qui est le grand gourou, on le voit parler partout dans le monde, c'est lui qui a l'initiative de ça. Le UK, ils sont en train de... Là, il y a des appels d'offres justement sur plusieurs régions pour faire du MAS. La Suisse, ils ont quelque chose en interne, et en particulier grâce au ticketing. Alors je pense que les Suisses sont plus pragmatiques que nous, et puis c'est un petit pays, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. L'Allemagne, comme beaucoup, je ne sais pas si vous faites du business avec les Allemands, mais les Allemands, ils parlent, faut les convaincre, une fois qu'ils sont convaincus, ils font. Et là, il y a une initiative qui est mise en place, qu'on commence à voir de plus en plus dans plein de villes, et qui, bien sûr, il y a la Deutsche Bahn qui est derrière, et puis il y a d'autres acteurs locaux, mais voilà, ça avance. L'Italie, ça commence. Ça commence là, et l'Espagne, pareil. Et côté Commission européenne, pour peut-être compléter le panorama, il y a une première étape, je dirais, d'état des lieux
qui a été diligenté par la DG Move pour déjà comprendre, au-delà donc de ce qui est déjà fait sur la partie information voyageurs, sur la partie distribution, API de distribution, qu'est-ce qui existe. Et l'état des lieux remonte déjà qu'il y a, rien qu'au niveau européen, une quarantaine d'initiatives ou d'API différentes, bien évidemment pas tous avec le même périmètre. Donc avant de mettre de l'ordre dans tout ça, je pense que ça va être un petit peu plus compliqué, comme on le disait tout à l'heure. Et il y a également, côté ferré, l'UIC, en lien avec, encore une fois, la Seine et la Commission européenne, qui réfléchissent, parce que même sur le ferré, on l'a dit tout à l'heure, Covid et tous les usages digitaux font qu'il y a une multitude de codes barres, d'usages local, national et divers standards qui sont en train aussi d'essayer d'unifier pour que déjà, au moins sur le mode ferré, il y ait un standard unique qui puisse s'appliquer. Et il y a aussi des projets européens, notamment Data for Beauty, qui visent à aider ce qu'on appelle les National Access Points, les NAP, à aller vers l'utilisation de normes. Tout à fait. Oui, il y a toute une vulgarisation qui est supportée par la Commission européenne sur la partie information voyageurs. Merci de le préciser, Yves. Une dernière question avant de terminer la table ronde. Le micro arrive, il fait le tour. Il est as the service. Bonsoir. J'ai une question qui risque d'être bête, peut-être, mais dans toute la table ronde, j'ai pas entendu parler de blockchain. Vous pouvez peut-être vous présenter. Moi, oui, je suis Thierry Bock, je m'occupe de mobilité, je fais du conseil. Et en fait, pour moi, je ne suis pas un technicien, je ne suis pas un programmeur, je ne fais rien, je ne code pas. Mais c'est l'économie des objets, pour moi, traduit de manière très banale. Ce qui veut dire que chaque objet a une identité et chaque objet a un porte-monnaie. Et donc, ils s'échangent entre eux, objets, les choses. J'entends parler de stratification, d'architecture, d'accords, standardisation, normalisation. C'est peut-être un changement de paradigme, mais ça risque d'être décentraliser complètement et faire fonctionner les choses entre elles, tout simplement. Après, il faut mettre des logiques commerciales derrière, mais les objets, après, ils vont répondre aux logiques commerciales et stratégies de chacun. J'imagine, je pense. C'est juste une question. Je raisonne à haute voix et je vous demande, j'ai pas entendu parler de ça, et pour moi, ce serait quelque chose d'assez central. Est-ce qu'il y a eu des réflexions côté blockchain par le ministre des Industriels? Dans la théorie, c'est un des modèles possibles. Après... il y a d'autres modèles, et donc on ne sait pas lesquels vont émerger, mais c'est vrai que celui-là n'est pas le plus mature, et déjà le MAS a besoin d'avancer pas à pas. Donc c'est vrai qu'on voit un petit peu de littérature dessus, mais pas beaucoup. On voit beaucoup de littérature sur le MAS, et puis il y a beaucoup d'expérimentation, on le voit partout dans le monde, et donc on n'est pas à ce stade du tout, je pense. Moi j'ai toujours une question pour la blockchain, c'est dans le MAS, très bien, le nombre de fois où on me l'a posé cette question en me disant pour éviter la fraude, si on a 150 000 personnes qui achètent leur pass Navigo en même moment, combien de temps ça prend pour que le pass soit validé? Donc, parce que c'est toujours tourné autour du paiement, et personnellement moi j'y crois pas, parce qu'on est quand même des acteurs, il n'y a pas tant d'acteurs que ça. Si on parle des acteurs locaux, même à Paris, il n'y a pas tant d'acteurs de la mobilité que ça. S'il y a 200 ou 300 opérateurs entre le public et le privé, est-ce qu'il y a vraiment besoin de la blockchain pour que ces gens-là se fassent confiance? Je pense que le système bancaire fait ça très très bien. Après, il y a une grosse différence entre si on veut un jour suivre les gens avec le RGPD pour les traquer, pour savoir quel type de solution de mobilité ils ont utilisé pour le CO2, là peut-être qu'effectivement la blockchain pourrait être un système. Mais si c'est pour les briques basiques, moi personnellement j'y crois pas. Bon, je suis désolé, c'est un peu dur ce que je viens de dire, mais voilà. Ouais. Mais écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à remercier les participants. Merci à vous. Merci. Et vous-même pour votre participation. Juste un dernier mot pour vous dire que pour prolonger la discussion, vous trouverez un petit dossier justement sur le MAS et la standardisation dans le dernier numéro de Ville Rail et Transport. Vous
trouverez peut-être quelques témoignages complémentaires et quelques informations complémentaires à ce qui s'est dit ce soir. Voilà, bonne soirée à tous.